Jeudi 17 février 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci également de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, le 6e sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne a officiellement débuté ce jour à Bruxelles. Le président de la République, qui est à la tête de la délégation malagasy, y participe pleinement. Pour aujourd'hui, la délégation a participé à la table ronde durant laquelle le président de la République a évoqué le secteur énergétique, le secteur du transport et de la météorologie. Ce dernier s'est également entretenu avec le président de la Banque européenne d'investissement qui a toujours été aux côtés de Madagascar durant ces dizaines d'années. Reportage. Le sommet de l'Union africaine et européenne a officiellement débuté ce jour à Bruxelles en Belgique pour une durée de 2 jours. 60 chefs d'État y participent, dont le président de la République malagasy, Andry Rajoelina, qui est à la tête de la délégation malagasy. Chaque pays vise à améliorer et à promouvoir les formes de collaboration entre les deux parties que sont l'Afrique et l'Europe. Les relations politiques de confiance seront particulièrement évoquées. Pour aujourd'hui, le président malagasy a participé à la table ronde durant laquelle il a expliqué la réalisation des Vélran pour rattraper le retard de Madagascar en termes de développement. Ce dernier a particulièrement mis en avant le secteur énergétique, le secteur du transport et de la météorologie. Le président Andry Rajoelina a aussi rappelé que Madagascar est une victime du changement climatique, notamment à travers les sécheresses et le kéré qui sévissent dans le pays. Le président malagasy a aussi enchaîné les rencontres dans le cadre de ce voyage. Hier, dès son arrivée, il a rencontré le commissaire européen pour le partenariat. Aujourd'hui, il s'est entretenu avec le président de la Banque européenne d'investissement, ou BEI. La BEI a toujours été aux côtés de Madagascar durant ces 70 dernières années. Plusieurs infrastructures ont été réalisées grâce à la collaboration entre les deux parties. Le cyclone qui s'est formé au large de l'océan Indien a été baptisé Emnaty dans la matinée d'après les informations émanant du service de la météorologie ce jour. Emnaty continuera à se déplacer vers l'ouest-sud-ouest jusqu'à ce dimanche et approchera donc les îles voisines et il gagnera du force au fur et à mesure de son avancée, toujours d'après Météo Madagascar. Vers 15 heures locales, Emnaty était situé à 1629 km de l'est de Saint-Bave, apportant un vent de 85 km à l'heure et des rafales de 120 km à l'heure. Il se déplace vers l'ouest-sud-ouest à raison de 20 km à l'heure, d'après le service de la météorologie malagasy. L'on a donc pu observer une augmentation de vitesse et de force d'Emnaty au cours de ces 24 heures. Malgré cela, Emnaty n'impactera pas les conditions météorologiques à Madagascar jusqu'à la fin de la semaine. Toutefois, Météo Madagascar craint une perturbation marine d'après les explications apportées ce jour. La reconnaissance du CVO+ à l'échelle internationale est en bonne voie. Le chef du gouvernement malagasy a discuté avec les représentants de l'OMS ou Organisation mondiale de la santé hier à Mazoarive de l'avancée des procédures pour cette reconnaissance. L'OMS travaille étroitement avec les scientifiques malagasy dans ce cadre, d'après les explications apportées par le Premier ministre Christian. Et sur un tout autre sujet, la tournée des cliniques mobiles organisée par le ministère de la Santé publique et ses partenaires a débuté hier à Mananzar. Il s'agit d'un soutien aux sinistrés de chaque région à travers l'octroi de consultations et de médicaments gratuits. Cette clinique mobile est arrivée à Mananzar hier pour offrir des soins à la population locale et particulièrement aux sinistrés dans ce district suite au passage des cyclones. Plusieurs habitants ont rejoint la clinique pour se faire consulter et ont été pris en charge gratuitement. Ces derniers se réjouissent de la couverture médicale dans leur circonscription, d'après leur dire. Car effectivement, plusieurs offres sanitaires leur sont proposées, notamment la consultation et dépistage des enfants malnutris, le planning familial, par les agents de santé mis à disposition par le ministère de la Santé.
Pour une meilleure organisation, les cliniques mobiles ont été réparties dans 2 directions. Une première est partie en direction de Mananzar, Vuipin et Farafangan, si l'autre se dirige vers Ifanadine, Manakar et Vangaijan. Plusieurs partenaires collaborent avec le ministère dans ce sens, dans l'association FITI. La difficulté d'accès au marché international constitue un obstacle pour les artisans à Madagascar, bien que l'AGOA soit une porte ouverte. En ce sens, très peu d'artisans malagasy ont bénéficié à l'issue de la rencontre du ministre de l'Artisanat avec le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Madagascar. Ce jour, des résolutions vont être entreprises dans le cadre de la valorisation de l'artisanat malagasy. Amina Martina et Secha Andjenab. Bien que les produits artisanaux malagas soient très recherchés dans divers pays, en Europe et en Afrique, l'accès au marché demeure encore un énorme problème pour les artisans malagasy à l'heure actuelle. L'Amérique a ouvert ses portes à l'artisanat malagasy à travers l'AGOA. Cependant, très peu sont les artisans malagasy à en bénéficier, d'après les explications apportées par le ministre de l'Artisanat malagasy ce jour. La promotion de l'artisanat malagasy au sein de l'AGOA a donc été discutée lors de la visite de courtoisie du chargé d'affaires de l'ambassade américaine au ministère de l'Artisanat ce jour. Il a été également décidé, à l'issue de cette visite, que des rencontres et échanges vont être organisés afin que les artisans malagasy puissent avoir accès au marché américain. L'État malagasy apportera son soutien aux artisans locaux dans cette démarche afin de promouvoir les produits artisanaux malagasy. À travers une déclaration faite aux membres de la presse ce jour, les membres du conseil d'administration de l'OMDA ont déploré le licenciement du directeur de l'OMDA. Le ministère aurait dû consulter le conseil d'administration avant de prendre une telle décision, d'après ces derniers. Toujours un reportage de Amina Martina et Secha Andjenab. Le conseil d'administration a totalement été écarté de la prise de décision sur le licenciement du directeur de l'OMDA, selon la déclaration de ses membres aujourd'hui. Les membres, qui sont des personnes élues par les artistes et auteurs, qui sont les principaux contributeurs de l'OMDA, ont-ils rappelé. Le directeur de l'OMDA a également été accusé sur sa gestion de la protection des droits d'auteur, alors que son rôle ne consiste qu'à appliquer les décisions prises par le conseil d'administration. Les membres rapportent également que les activités de l'OMDA sont complètement bloquées suite au licenciement de son directeur. Ces derniers demandent le changement de statut de l'OMDA afin que les artistes eux-mêmes puissent le gérer. Enfin, ils ont souligné qu'ils ne sont en aucun cas en conflit avec l'État malagasy. Au contraire, ces derniers mettent la résolution de ce différend entre les mains du président de la République, Andry Rajoelina. Les projets innovants ont été particulièrement mis en avant depuis 2 ans, notamment depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Cependant, beaucoup ne correspondent pas aux réalités dans le pays, d'où la nécessité de former les jeunes malagasy sur le management de projets innovants, une formation qui est désormais disponible à Madagascar. Reportage. Plusieurs entreprises à l'échelle internationale ont été contraintes d'arrêter leurs activités durant le confinement. 2 ans plus tard, nous vivons toujours avec la Covid, qui fait désormais partie de notre quotidien. Depuis la Covid, l'on a pris conscience que le monde ne cesse de changer et d'évoluer, d'où l'essence de l'innovation. Durant ce temps également, l'on a pu observer plusieurs projets innovants qui ont vu le jour afin de combler les besoins humains. Pour le cas de Madagascar, beaucoup de projets ont été conçus, ne tenant pas forcément compte de la réalité dans le pays, d'où la nécessité de mettre en place une formation sur le management des projets innovants à Madagascar. Par rapport à l'innovation, on a pu vraiment le vivre durant ces dernières années par rapport aux conditions sanitaires que les entreprises, les organisations, les jeunes, la population doit être agile face à un monde qui est très incertain, volatile et complexe. Et justement, de pouvoir sortir du lot, on a besoin de l'innovation, de la créativité. On a besoin de nouvelles idées. On a besoin de voir les choses autrement pour justement faire face à un monde qui évolue très vite par rapport à un contexte difficile. Les jeunes, avenir du développement du pays, disposent d'idées innovantes
mais ne sont pas forcément équipés pour promouvoir leurs projets. Dans ce cadre, le management de projets innovants est désormais disponible à Madagascar pour les professionnels du secteur privé comme ceux du secteur public afin d'aider, de piloter, d'adapter ces projets au contexte local, de donner les outils professionnels aux auditeurs pour les aider à réaliser leurs projets, pouvant apporter un changement dans leur secteur et donc du changement dans le pays. Ce master de projets innovants est destiné à des cadres, à des professionnels, que ce soit du secteur public ou du privé, que ce soit des organisations ou des ONG, pour permettre justement à ceux qui vont suivre la formation de renforcer leurs compétences en management de projets innovants, d'acquérir non seulement des compétences techniques, mais aussi transversales dans la mise en place de projets qui vont amener à apporter un changement dans le milieu dans lequel il sera mis en place. Il y aura vraiment des compétences développées en termes de créativité, d'innovation, qui fera la différence par rapport à un management de projet classique, on va dire. Ce master est ouvert au public malgache qui souhaitent avoir un diplôme de Master 2, donc qui ont un diplôme de maîtrise, Bac plus 4 ou équivalent, et qui veulent suivre la formation. Donc c'est vraiment destiné au public malgache de différentes régions. Cette formation n'est disponible qu'à partir du Master 2, mais est ouverte à tout public. Et concernant les actualités internationales de ce jour, la Russie continue à souffler le chaud et le froid sur la situation en Ukraine. Rien n'indique que les Russes ont bien été évacués une partie de leurs troupes de la frontière ukrainienne, comme ils l'assurent. Selon la Maison-Blanche, 7000 militaires supplémentaires ont été déployés au port du pays. À Moscou, un groupe d'experts indépendants surveille les manœuvres militaires russes. France 24. À Moscou, Ruslan Leviev dirige le Conflict Intelligence Team, un groupe d'investigation qui surveille les manœuvres militaires russes. Cette vidéo-ci, par exemple, a été tournée près du village de Korenevo, dans la région de Koursk. Nous y voyons un train chargé d'équipements militaires. C'est le 2e régiment de défense radiochimique biologique. Ce train est arrivé à destination et a été déchargé hier. Nous avons ensuite observé le mouvement de ces troupes sur cette route jusqu'au village de Soudja. Là, c'est Soudja, et là, c'est la frontière. Selon Ruslan Leviev, loin de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne, la Russie les y concentrerait davantage. Ça, c'est l'une des 3 vidéos publiées par le ministère russe de la Défense. Ils indiquent que ce serait le départ des tanks après les exercices, alors que ces tanks se dirigent précisément dans la direction opposée, depuis la gare ferroviaire vers le camp temporaire. Les divisions que le ministère de la Défense affirme retirer, c'est une goutte dans l'océan. Même si ce retrait est effectif, ça ne change rien à la force déployée. De plus, une grande partie des troupes qu'on retire soi-disant est de toute façon basée de manière permanente à la frontière avec l'Ukraine. Et ce déploiement militaire à la frontière serait, selon cet expert, sans précédent dans l'histoire moderne de la Russie. La quantité des troupes massées à la frontière est suffisante pour une attaque et une guerre de grande ampleur. Et l'on voit que ce ne sont pas seulement des soldats qui ont été déployés, mais aussi les effectifs de la garde nationale qui rempliraient la fonction d'armée d'occupation. Elle ferait office de police militaire dans le contexte d'un territoire ennemi fraîchement occupé. Pour ces investigations, Ruslan Leviev a déjà subi des menaces et une attaque physique à Moscou. La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont décidé de retirer leurs forces militaires du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte malienne. Ces alliés déclarent toutefois vouloir rester engagés dans la région et sont convenus de poursuivre leur action conjointe contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Niger et dans le golfe de Guinée. Toujours un reportage de France 24. La décision était attendue. Ce matin, à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé la fin de 9 années d'opérations de lutte contre le terrorisme au Mali. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La France n'était plus la bienvenue au Mali. La rue manifestait de plus en plus ouvertement son hostilité à la présence des soldats de la force Barkhane. Les relations avec la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2020 étaient exécrables.
Il n'y aura donc plus aucune base française dans le pays. Un retrait accueilli avec amertume par cette femme. Son frère, Damien Noblet, était l'un des 53 soldats tués en action au Mali. J'ai pas le sentiment qu'il soit mort pour rien, mais aujourd'hui on a un peu le sentiment d'un départ forcé, un peu précipité, et ce désengagement, c'est un constat d'échec. Un échec réfuté par Emmanuel Macron. 2500 à 3000 hommes vont se redéployer ailleurs, vers les États d'Afrique de l'Ouest, là où la menace djihadiste se fait de plus en plus pressante. Nous l'avons vu il y a quelques jours avec l'attaque contre des gardes forestiers au nord du Bénin, et d'ailleurs dans lequel un Français a été tué, mais dans la foulée, 48 heures après, le groupe terroriste a été neutralisé, une quarantaine de djihadistes ont été neutralisés, et c'est vers ce type d'opération que nous allons continuer. Le départ des troupes françaises au Mali va prendre du temps, de 4 à 6 mois. Actuellement, 2400 soldats sont sur place. Et au Canada, au 20e jour de la contestation contre les mesures sanitaires à Ottawa, les forces de l'ordre faisaient pression sur les manifestants pour tenter de les déloger sans employer la force. Quiconque bloquant les voies de circulation ou aidant d'autres à le faire commet une infraction criminelle ou peut être arrêté, est-il écrit sur un tract qui a été distribué aux contestataires mercredi 16 février. Reportage. Il est distribué à tous les camionneurs qui bloquent le centre-ville de la capitale canadienne. Un tract d'avertissement édité par la police d'Ottawa qui ordonne aux manifestants de quitter les lieux. Un ordre également relayé sur leur site internet. Quiconque bloquant les voies de circulation ou aidant d'autres à le faire commet une infraction criminelle et peut être arrêté. Vous devez cesser immédiatement vos activités illégales ou vous devrez faire face à des accusations. Autre menace agitée par la police, les manifestants risquent de voir leurs véhicules confisqués, leurs permis annulés et leurs comptes bancaires examinés. Pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a invoqué le recours à la loi sur les mesures d'urgence lundi dernier, il est temps que le mouvement de contestation se finisse. Des menaces qui ne semblent pas impressionner les protestataires. Leur nouvelle tactique de la peur, ça ne marchera pas avec nous. Nous garderons notre ligne. Aucune de leurs tactiques ne fonctionnera. Je n'ai pas peur d'être arrêté. Si c'est de la violence que les officiers et le chef de la police veulent apporter, alors ils seront tout seuls à vouloir cela. Nous sommes ici pacifiquement et nous allons rester pacifiquement. En dehors d'Ottawa, la police a annoncé avoir levé le dernier blocage à la frontière américaine dans la province du Manitoba au centre du Canada. Une autoroute qui était entièrement bloquée depuis près d'une semaine. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série Revenge et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.